Bonjour. Je suis Shannon, je suis un archéologue et je vais commencer avec un petit sondage. Je peux parler en français avec un fort accent américain ou je peux parler... Or I can speak in English with a strong American accent. Vous avez un choix. OK, je vais parler en français. Je n'ai jamais présenté le sujet ici en français, mais je peux essayer. Et si vous n'avez rien compris à la fin, je peux dire que c'est bon, c'est vous qui avez voté pour le français. OK, avec ce blague, je vais faire une chose un peu différente que mes collègues. Et c'est dommage parce que c'est la fin de l'après-midi et je ne veux pas dire négatif, mais je vais être moins positif que mes collègues. Et c'est bien qu'ils ont très bien présenté mon sujet, le sujet que je vais discuter un peu, mais je vais être un peu plus critique que les autres. Mais comme on a parlé ce matin, c'est la science et comment on avance. Bon, je vais parler de l'Oldowan. Et comme mes collègues ils ont déjà évoqué, on sait bien que pour des dizaines d'années, on a pensé que le Oldowan a commencé à 2,58. Et c'est une industrie très simple. Ils ont fait des éclats, ils ont pris des galets, ils ont fait des éclats, ils ont laissé des galets taillés et des éclats. Et depuis longtemps aussi, on a pensé que c'était lié avec le début de Homo. La date Homo était 2,3, un truc comme ça pour longtemps, et récemment, comme on a dit, en 2015, le début de Homo était changé un peu. Maintenant, on va dire que c'est 2,8. Mais il faut dire plus ou moins, c'est la même date. Oui, c'est le début Oldowan, début Homo, c'est pas loin l'un de l'autre. Donc, si on va mettre toutes les données archéologiques dans un graphique comme ça, on a le temps sur le X et on peut mettre n'importe quoi sur le Y. Numéro de gisement, complexité de gisement, combien d'espèces ils ont mangé. On va avoir un graphique un peu comme ça. Et comme j'ai dit depuis longtemps, il y avait un début de l'archéologie et c'était 2,59, on va dire 2,6. Et donc, ça, c'est le Pléistocène et le Pliocène. C'est le changement entre les deux époques. Et il n'y avait rien, et après, il y avait des choses. Et tout ça... Mais il y a beaucoup des archéologues, il y avait des gens qui ont dit que ce n'est pas possible que ça, c'est le début. Il y aura des choses plus anciennes, c'est sûr. Et l'un des arguments, c'était les gisements comme ça, l'allée 2C. Ce n'est pas le début, mais c'est pratiquement le début. Et c'est assez compliqué. Quand on fait une étude de la technologie, c'est clair que les hominines, ils ont très bien compris tailler les roches. Ils peuvent changer l'angle, ils peuvent changer où ils ont attaqué le galet. Et ils peuvent enlever plusieurs éclats d'un galet. C'est clair qu'ils savent bien tailler. Et donc, la question, c'est que, bon, tout au début, ils ont déjà compris comment tailler le caillou. C'est clair qu'il y avait quelque chose avant. Ce n'est pas le début. Et donc, en 2010 et ensuite en 2015, il y avait deux publications qui ont changé la situation. Et je veux regarder ces deux publications. La première... C'était Dikika à gauche, et on a déjà parlé de Dikika plusieurs fois, 3,4 millions d'années. Et ensuite, Lomekwi, et on a parlé de ça il y a un instant, 3,3 millions d'années. Et bon, je vais parler de les deux publications. Ça va? C'est clair? OK. On va commencer avec Lomekwi 3. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était très bien expliqué il y a un instant par Hélène, mais ils ont décrit une industrie, on va dire plus primitive, entre guillemets, que le Oldowan.
C'est-à-dire, ils ont fait des éclats, mais surtout, c'est une industrie de percussion. C'est-à-dire, ils ont utilisé un geste comme ça pour attaquer les cailloux, pour enlever des éclats. Et David, il a très bien montré ça aussi, que ce n'est pas de Older One. C'est quelque chose un peu différent. Et on va dire encore une fois, c'est plus primitif que le Older One. Et comme c'est déjà évoqué, en fait, ce n'est pas loin, ou on peut dire que c'est entre la technologie qu'on voit chez les primates aujourd'hui et le Older One. Ça tombe très bien. Si on cherche quelque chose de plus primitif que le Older One, en fait, l'Omokui, c'est exactement comme on va penser, on va prévoir qu'on va trouver. Donc, ça va. Mais je vais dire que pour faire la preuve, pour montrer que c'est le cas, il y a 3 exigences. J'aime bien ce mot exigence. On n'a pas ça en anglais, je crois. Bon, il faut montrer qu'on a des véritables outils en pierre, c'est-à-dire des pierres taillées. Il faut trouver dans un bon contexte, et le contexte doit être bien daté. Je ne vais pas parler de le premier et le troisième, je vais parler de le contexte des outils qu'ils ont publiés. Qu'est-ce que c'est le contexte? Voilà un diagramme, un figure, comment on peut dire, de la publication. Et ils ont, je vais dire, trois sortes de contextes. Ils ont la surface, ils ont des dépôts pliocènes. Ça, c'est le truc intéressant. Et ils ont montré des objets dans le dépôt pliocène. Mais aussi, ils ont un dépôt, on va dire, je crois en français, on va dire dépôt de pont. C'est-à-dire un slope deposit en anglais. Et le problème avec les slope deposits, ça peut mélanger le sédiment pliocène avec les objets de surface. C'est une sorte de mouvement de la surface qui peut mélanger des choses. Donc, c'est très, très important à séparer ces 3 contextes, de savoir où les objets qu'on a trouvés dans un vrai contexte pliocène, les objets qui viennent de la surface et le dépôt de pont. Et ça, c'est une image simplement pour voir le contexte plus large, c'est-à-dire on a une surface avec plein de cailloux. Et donc, pour les archéologues, on trouve des objets dans la surface tout le temps, dans les dépôts, dans les surfaces qui doivent être, on va penser qu'ils sont assez âgés, mais sans le contexte fouillé avec les bonnes dates, on peut rien dire. Dans la publication, il y a plusieurs photos de les objets qu'ils ont trouvés pour montrer qu'ils sont taillés et tout. Et ils ont mis le contexte à côté de ces objets. Il y a des objets in situ et il y a aussi des objets de surface. Donc, je vais concentrer sur les objets in situ parce que, comme j'ai dit, ça, c'est le truc le plus important. In situ, pour moi, ça veut dire que ça vient d'un contexte pliocène clair. Il y a 3 objets, et je vais parler de les objets, les premières 2, mais c'est le même cas de l'objet, le troisième, le H18.1. Bon, on va commencer avec cet objet I16.3, et c'est clair avec les images de la publication que ça vient d'un contexte fouillé, ce n'était pas de surface, ils ont enlevé le sédiment et ils ont trouvé l'objet. Donc, tout est bien, sauf que cet objet était trouvé dans le premier sondage en 2011. Dans une partie de le gisement, après, ils ont dit que ce partie de le gisement était en fait dépôt de pont. Ce n'était pas in situ. Et donc, ils ont reclassifié, ils ont renommé tous les objets de ce sondage de 2011 en slope deposit et pas in situ, sauf le seul objet ici, I16.3. Et moi, la logique là-dessus, je ne comprends pas très bien, parce qu'on ne peut pas avoir tous les objets autour viennent de le dépôt de pont, mais celui-là, c'est toujours in situ. Donc, j'ai des doutes, j'ai des questions sur cet objet-là.
Bon, le prochain que je vais montrer, je vais discuter, c'est le cas 18, numéro 2. Et ici, montré dans une image de l'équipe, dans la publication. Et c'est l'un des objets qu'ils ont dit, c'est vraiment, c'est celui-là, ici. C'est l'un des objets in situ dans le Pliocène. Avec la publication, on peut voir le nombre de les carrés et tout ça. On a fait toute une étude de la publication. Et comme j'ai dit, je m'excuse, ça c'est l'objet K18 numéro 2. Et quand on regarde les photos qu'ils ont publiées, en fait, cet objet qui est dans la photo précédente, c'est in situ, c'était dans la surface, c'était visible sur surface quand ils ont commencé la fouille. Comment vous allez dire, comment on peut savoir que c'est le même objet? Mon étudiant et collègue Will Archer, il a fait toute une étude des images de la fouille le gisement est très bien publié, je vais dire. Beaucoup d'images, beaucoup de documentation de la fouille. Et il a fait toute une reconstruction de la fouille, comment ils ont fait. Et c'est clair que c'est le même objet. Donc, un objet qui était visible sur la surface au début, dans la dernière photo qu'ils ont publiée, c'est in situ. Et pour moi, ça, c'est pas exactement quand les archéologues disent que quelque chose est in situ. Pour moi et pour mes collègues, je crois, ça veut dire que, bon, c'était vraiment trouvé enrobé dans un dépôt, dans ce cas-là, Pliocène. Et un objet de surface, ça peut être quelque chose exposé, on peut dire peut-être érodé, et on a la chance qu'on a trouvé comme ça, c'était dans un dépôt Pliocène, mais aujourd'hui c'est de surface, mais on ne peut pas être certain. Ça peut être un objet de surface qui était de surface, quoi, et à ce moment-là, on ne savait pas trop la date de l'objet. Donc, pour l'Omokwi, je vais dire que oui, ils ont des objets taillés, comme j'ai dit, et ils sont dans un contexte bien daté. Moi, je ne suis pas géologue, chronologue, je ne sais pas trop là-dessus, mais le sujet de est-ce qu'ils ont trouvé des objets dans un bon contexte, moi, j'ai toujours des doutes, et je sais, et Hélène, elle vient de dire, ils ont tout fouillé, cette partie ici, ils ont enlevé tout le sédiment, si j'ai bien compris, et j'attends la publication finale de le travail qu'ils ont fait. S'il y a vraiment un niveau Pliocène là-dedans, j'imagine que ça va être facile à montrer que le niveau continue dans le dépôt ici, et il y aura des objets bien dans le dépôt et pas près de la surface où on a des doutes vraiment de les dates. OK, ça c'est l'Omokwi pour moi. Et vous allez demander qui est ce monsieur qui arrive pour critiquer les autres. OK, c'est pas très bien. Mais maintenant, je vais me critiquer. OK? Je vais parler de Dakika maintenant. Qu'est-ce que c'est Dakika? Dakika, c'est une localité, c'est un site dans la Afar. Et moi, j'ai travaillé là-bas avec Zoraïa Lemseged, qui est ici. Et sur la localité 55, on a trouvé ces deux os, et je vais dire que c'était de surface. Et bon, ils sont deux os de deux animaux, et dessus, il y a des traces. Il y a plusieurs stries, plusieurs traces. Et donc, on a fait une étude détaillée avec toutes les méthodes qu'on a à ce moment-là de ces traces. Et on a publié on a dit qu'ils sont des traces d'outils taillés. On n'a pas des outils taillés, je vais dire, mais on a dit que peut-être ils ont trouvé des cailloux, ou peut-être ils ont taillé les cailloux, on n'a pas le gisement, mais peut-être ils ont taillé les cailloux, et ils ont utilisé pour couper des bêtes, pour obtenir la viande de la moelle. Pour nous, il y avait aussi trois exigences. Il faut
il faut prouver que les traces, ils sont vraiment les outils taillés. Il faut trouver dans un bon contexte aussi, et il faut que le contexte est bien daté. Encore une fois, je vais parler de les traces et pas les dates et les contextes. Et donc, il y a 3 possibilités pour les traces sur les os. On peut avoir des traces qui viennent des outils, des pierres taillées. On peut avoir des traces qui viennent des carnivores. Et on peut avoir des traces, et je m'excuse, je ne peux pas dire ce mot, piétinement. OK? On va dire trampling en anglais. OK? Et donc, il y aura 3 possibilités. Il faut éliminer les 2 autres pour dire que c'est vraiment des outils en pierre. Quelques semaines après, nous avons publié l'article, et je veux dire quelques semaines après, les attaques ont commencé, les critiques, ils ont commencé. Et surtout par mon collègue Manuel Domingos-Rodrigo, il a publié en PNAS un critique en disant que c'était le piétinement et pas des outils en pierre. Et en fait, il a publié plusieurs papiers. Et aussi, il faut dire qu'il a critiqué Lomekwi aussi. Lui, il aime bien critiquer. Non, mais ça va. Et bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a toute une collection des os que lui-même, il a fait le trampoline là-dessus. Il a marché dessus pour regarder les traces, les stries qu'on a sur les os. Et il a comparé toute cette collection expérimentale avec les images que nous avons publiées. Et pour lui, c'était le même. Il a dit qu'ils sont trampoline. Mais aussi, il a dit que ces 2 traces qu'on a vues dans plusieurs présentations, lui, il a dit, bon, OK, c'est vrai que ces 2, ils sont plus comme des traces d'outils et pas de piétinement. C'est comme j'ai dit, je ne peux pas facilement dire ce mot. Bon, qu'est-ce que nous avons fait pour répondre? Notre collègue Jessica Thompson, elle a fait toute une étude de tous les os de la collection de Kika. Difficile à réduire cet article dans un graphique ou 2, mais elle a mis les 2 os de Kika 55 dans le contexte de tous les os de Kika. C'était bien fait. Et elle a utilisé tous les critères de Manuel Domingos-Rodrigo pour voir si on a des tramplings, des pétillements, ou c'est quelque chose d'autre. Et elle a dit, la conclusion de l'article, c'était que ça ne tombe pas très bien dans la variabilité de trampling. C'est quelque chose d'autre. Ça ne marche pas très bien. L'autre critique qu'on a eue, ce sont des carnivores, et surtout des crocodiles. Des crocodiles, quand un crocodile il chasse un bête, c'est quelque chose d'assez violent. Et c'est-à-dire le crocodile prend le bête dans la bouche, dans la mâchoire, et comment on peut dire ça en français? Tient très bien pour bouger comme ça, pour casser le cou de la bête, ouais, et après de le manger. Et bon, ça c'est assez extrême, et les dents de crocodile, et il y en a beaucoup, laissent des traces sur les os. Et ça c'est bien connu depuis longtemps, ou depuis quelques années on va dire, et surtout les marques classiques, il y a un trou, et après il y a un strie. Ça c'est classique. Et il y a des traces comme ça, un trou avec un bifurcation, c'est-à-dire coupé en 2. Et donc, il y a surtout Jackson et Jaub, mais quelques autres, ils ont publié toute une collection de les os avec ces traces de crocodile. Et eux, ils ont dit que les traces sur les os de Kika viennent de les crocodiles. Et surtout, il y avait un papier récemment de Jonathan Saleh, et lui, il a fait l'argument aussi que les traces de Kika, qu'on voit ici, viennent des crocodiles.
OK. On est où maintenant? J'ai dit qu'il y a 3 possibilités et j'ai fait un graphique comme ça, comme ils sont bien séparés. Mais en fait, ils sont plus comme ça. Et on savait ça en 2010, c'est clair. Il y avait toujours des problèmes de les traces qui tombent entre les plusieurs possibilités. On ne peut pas dire que c'est carnivore ou anthropique. Okay? Mais je vais dire que l'espace laissé pour les traces anthropogéniques, il y avait pas mal de place. Maintenant, ça a changé. Je vais dire qu'avec les études que les gens ils ont faites depuis, l'equifinality, l'espace où on peut avoir une trace clairement anthropogénique, je ne peux pas dire maintenant, il y a moins de place pour ça. Donc, je vais dire finalement que c'est compliqué. Bon, on est où? On peut mettre, je vais retourner au graphique que j'ai commencé avec. On peut avoir tous les données de l'archéologie et on peut mettre une ligne dedans, on va dire que ça c'est le modèle. Ça c'est comment on peut expliquer les données archéologiques. Mais de temps en temps, il y a quelque chose qui arrive qui ne colle pas très bien avec le modèle qu'on a, ce point rouge là. Par exemple, peut-être vous connaissez cette espèce Homo naledi, était publiée en 2015, mais il y a 2 semaines, ils ont beaucoup parlé de cette espèce. Ça ne colle pas très bien avec les modèles, OK? C'est mieux, c'est ici, c'est mieux s'ils n'ont pas fait des feux. Bon, il y avait beaucoup de débats autour de ça. Pourquoi? Parce que ça ne tombe pas très bien avec les modèles qu'on a maintenant. Avec De Kika et Lomokwi, c'est la même chose, mais c'est différent. En fait, ils étaient beaucoup plus âgés que les plus anciennes lithiques quand ils étaient publiés. 800 000 ans plus anciennes que le Older One. Donc, il y a cette vide ici qui pose des problèmes. Mais c'est un problème si on pense que ça doit être la plus ancienne industrie. En fait, comme j'ai essayé à dire, la technologie de l'Omokwi et le fait que peut-être à Dikika, ils ont pris des cailloux naturels pour obtenir de la viande, ça colle très bien avec un modèle où il y a quelque chose de plus primitif que le Older One, bien avant le Older One. Donc, il reste toujours ce problème de le vide entre les deux. Il faut remplir ce vide. Et les autres, ils ont déjà parlé. En fait, depuis, on a ces 2 gisements récemment publiés, David Braun en 2019 et Tom Plummer cette année. Et ils ont trouvé des gisements Older One plus anciens que 2,6. J'aime bien la publication de Plummer à Nanyanga, je ne sais pas, parce que pour la première fois, à mon avis, si j'ai raison, ils ont montré des traces qui sont pareilles, qui sont les mêmes, à mon avis. Je ne suis pas expert, mais je vais dire qu'on a des traces qui ressemblent beaucoup des traces qu'on a à Dikika. Donc ça, c'est pas mal. Soit il y avait aussi des crocodiles là-bas, soit ça peut être support pour le fait que Dikika, c'est comme nous avons publié il y a quelques années maintenant. Voilà. Mais le problème, c'est que la date de ces 2 gisements, ce n'est pas certain. BD1, c'est clair que ce n'est pas très ancien que 2,59. Nanyanga, ça peut être plus âgé. Mais il faut dire que ce n'est pas très bien daté. C'est daté avec paléomagnétisme et c'est dans une fenêtre entre 3000 et 2,6. Si c'est c'est plus proche de 3000, c'est bien. Si c'est plus proche de 2,6, je vais dire que ça n'a pas changé la situation beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a besoin de plus d'exemples les ossements endommagés bien avant les hominides. Il faut chercher dans les dépôts à 5 millions, 6 millions
ou même plus âgés que ça, où on est pratiquement certain qu'il n'y avait pas des hominines pour mieux documenter les traces qu'on peut avoir sur les os. Il faut continuer à améliorer les méthodes qu'on utilise pour séparer les trois possibilités, pour attaquer ce problème de equifinality. J'attends la publication complète de l'OMIQUI 3. Peut-être, j'espère que, on va avoir les résultats que moi je cherche. Et il faut plus de travail sur le terrain. Et plusieurs chercheurs aujourd'hui, ils ont dit exactement la même chose. Moi, je fais partie d'un projet de Zariah Lemsked qui va parler demain. Millet Logia Projet, c'est dans la même région de Kika. Mais les dépôts, ils sont parfaits pour cette question. Ils sont datés entre 2,9 et 2,4. Donc, c'est très bien. Et moi, je suis archéologue de le projet. Je cherche des outils dedans. Il y a deux problèmes avec ces dépôts. La plupart des dépôts viennent des lacs et ils ne sont pas taillés en plein lac. Et aussi, il y a une surface avec plein de cailloux et c'est difficile à trouver des cailloux taillés parmi des cailloux. Mais quand même, on va essayer. Merci beaucoup.